Le banquier Ali Ben Hamed à propos des banques marocaines, du Covid-19 et du risque pays Afrique. Ali Ben Hamed est un banquier au long cours qui a évolué au sein de grands groupes en Europe dans la structuration des opérations commerciales entre le vieux continent, le monde arabe et l'Afrique. En 2007, il rejoint Attijari Wafa Bank, leader bancaire marocain, devant le groupe BCP et Bank of Africa et participe à l'épopée de la grande traversée du Sahara qui verra les acteurs financiers du royaume prendre pied en Afrique de l'Ouest, du centre et de plus en plus vers l'océan Indien. Le même élan s'étend aussi en Tunisie et en Égypte, dernière grande acquisition d'Attijari Wafa Bank avec le rachat de Barclays Égypte. Dans cette conversation, le banquier revient sur la spécificité des banques marocaines et revient sur l'évolution du risque pays Afrique et ses conséquences. Sur cette crise générée par la pandémie du Covid-19. Et si tu permets, je vais juste compléter un peu la présentation de mon parcours professionnel. J'ai commencé ma carrière en Europe, j'ai vécu tout le temps en Europe jusqu'en 2007 où j'ai été recruté par le groupe Tijari Wafa Bank. Donc j'ai commencé ma carrière en 1981. Donc vous voyez, ce n'est pas d'hier que ça date. Et j'ai eu la chance de travailler dans des très grands groupes internationaux. Et le hasard ou je ne sais pas, ou les choix peut-être subconscients ont fait que je me suis toujours intéressé à la partie internationale dans le secteur bancaire. Et même mes études en droit ont été des études de droit international. Donc, j'ai été recruté ensuite en 2007 par le groupe Tijari Wafa Bank. Je suis rentré au Maroc, mon pays, en 2007, où j'ai exercé jusqu'en 2016 la carrière où j'ai occupé le poste de directeur de l'international du groupe Tijari Wafa Bank et j'ai participé à la belle aventure de l'installation et de rachat de beaucoup de filiales sur le continent africain, puisque mon profil a été sélectionné en raison de ma connaissance un peu du continent africain, à partir de l'Europe déjà, où je couvrais toute la région de l'Afrique subsaharienne et la zone MENA globalement. Donc voilà un peu le profil que vous avez en face de vous, cher ami Adama. Eh bien, merci, je dirais un profil riche, avec une expérience avérée dans le secteur bancaire, dans la banque à l'international, et vous avez assisté à des moments clés de la vie de Tijari Wafa Bank. En 2007, l'année où vous avez intégré cette banque, c'était exactement le moment où l'appel du large, au-delà du Sahara, se faisait ressentir et où la banque a décidé d'aller vers les relais internationaux que sont devenus aujourd'hui ces filiales subsahariennes. Mais d'abord, comment voyez-vous le secteur bancaire marocain? Écoutez, au fil des années, je pense que très sincèrement, les choix stratégiques qui ont été faits par les grands groupes bancaires marocains et puis les grands groupes industriels, économiques globalement marocains, le choix résolu, déterminé, clair, net et précis de l'Afrique, en direction de l'Afrique. L'Afrique saharienne, bien entendu, c'est l'Afrique vers l'Afrique, c'est la coopération sud-sud, c'est comment les Africains doivent se prendre en charge. Et je paraphrase pas mot à mot, mais dans l'idée et dans le vouloir, un des discours de Sa Majesté Mohamed VI qui a dit que l'Afrique devait se prendre en charge. Et elle ne pouvait se prendre en charge qu'en mobilisant ses propres ressources. Et le fait que les banques marocaines aient été les premières à se diriger résolument vers le continent africain, vers l'Afrique subsaharienne, francophone dans un premier temps, et puis bientôt anglophone, je l'espère, et lusophone, pour permettre à l'Afrique, moi j'utiliserai une autre expression que j'aime bien, c'est que l'Afrique sente l'Afrique.
que les Africains sentent qu'ils sont en train de collaborer, de coopérer entre eux. Parce qu'il était ridicule à un certain moment en 2006 ou 2007, les chiffres des échanges commerciaux interafricains étaient un misérable 2%. Il est beaucoup plus important maintenant grâce justement à cette coopération sud-sud, même si c'est un bien grand mot quand on dit coopération. Mais quand on prend, pour revenir à ta question, à votre question, mon cher Adama, c'est que l'idée, ou plutôt la stratégie et la vision de dire, devant l'échec de l'UMA, du Maghreb, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le Maroc a décidé de se diriger résolument vers le sud. Le Maroc, si nous prenons que l'exemple du secteur bancaire, n'avait guère le choix, je dirais, que de se diriger vers le sud parce qu'il est sur son continent, il est chez lui, il est avec ses voisins, il est avec les gens de ses origines, de sa race, il est avec des pays qu'il connaît depuis des siècles. Il faut remonter à l'histoire. Le Maroc n'est pas un pays qui a découvert l'Afrique il y a une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine d'années. Les caravanes de l'export existent depuis très très longtemps. Le Maroc a très longtemps commercé avec le Sud. Et ce n'est qu'un juste retour des choses avec des instruments et des moyens beaucoup plus modernes. À savoir les banques. Les banques jouent un rôle essentiel, on ne le dit pas assez souvent. On a plutôt tendance à dénigrer le rôle des banques, mais les banques, de par ne serait-ce que la bancarisation des citoyens et des clients, permet à l'économie et à la société de se structurer économiquement et financièrement. Donc, ce rôle-là est très important. Et c'est comme ça, moi, que j'ai commencé l'aventure avec le groupe Tijani Wafa Bank, en commençant par quasiment simultanément la Tunisie et le Sénégal avec la CBAO, et puis continuer après sur le deal qu'il y a eu avec le Crédit Agricole français, dont je suis issu d'ailleurs à l'origine, et qui avait plutôt choisi de se retirer du continent. Et vous verrez, quand on va regarder les chiffres du Covid-19 et l'impact sur les banques marocaines, on va voir que finalement, c'est l'activité en Afrique qui va sauver les chiffres qui sont un peu en berne. Parce que ces chiffres-là, Dieu merci, je ne sais par quel miracle, l'Afrique n'a pas été touchée aussi violemment que l'ont été l'Europe, où il y a eu des épicentres très douloureux en matière de pertes humaines aux États-Unis, en Amérique latine. Mais l'Afrique, que Dieu la préserve, est restée quand même un peu à l'écart de cette pandémie. Exactement. Exactement. Alors, avant de revenir sur cette pandémie qui a impacté vraiment le secteur financier dans son ensemble, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui explique le fait que dans toute l'Afrique du Nord, il n'y a que les banques marocaines finalement qui ont osé traverser le Sahara? Je pense que moi, je te l'ai dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, on discute souvent avec Adama, il ne faut pas le cacher à nos auditeurs. Le secteur marocain, dans sa composition, dans sa géographie, dans sa diversité, a une particularité par rapport aux autres secteurs bancaires maghrébins, par exemple, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Même on peut aller jusqu'à l'Égypte. Dans ces pays-là, c'est plutôt le secteur bancaire, le secteur public, pardon, qui a la majorité des banques dans le paysage bancaire local. Ce n'est pas le cas au Maroc. Le Maroc, quand vous prenez les parts de marché, vous avez 3 grandes banques qui se détachent, 2 banques privées et une banque publique, qui est la BCP, la banque Chabi. Et vous avez de l'autre côté la BOA, l'ex-BMCE, la BOA, Bank of Africa BMCE, et bien sûr ma banque, j'allais dire, Tijari Wafa Bank, qui est le premier groupe marocain bancaire. Et donc ces banques-là, plus d'autres banques privées, plus des banques étrangères qui se sont installées au Maroc. Je citerai dans le désordre la BMCI, qui est une filiale de la BNP, du groupe BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Lyonnais et d'autres banques qui sont venues s'installer au Maroc. Donc, il y a
Dans les pays maghrébins, dans leur quasi-totalité, excepté le Maroc, c'est le poids du service public, des banques publiques qui est le plus majoritaire, le plus pesant, le plus lourd. Vous allez en Algérie, c'est les grandes banques, la BEA, la Banque extérieure d'Algérie, la BNA, vous avez le Crédit populaire d'Algérie. Vous allez en Tunisie, c'est pareil, vous avez la Société tunisienne de banque, la STB, vous avez Banque de l'Habitat et vous avez d'autres banques publiques qui représentent la majorité du secteur bancaire et des parts de marché, excepté le Maroc. Et le Maroc, je suis certain que je suis ici du privé depuis le début de ma carrière. Et donc, je n'ai pas besoin d'être convaincu qu'un secteur privé a toujours beaucoup plus de dynamisme et moins il est délesté des lenteurs administratives qu'on retrouve dans le secteur public. Alors, et ça a permis de prendre des décisions. Mais si vous permettez, ce qui a été déterminant dans ce choix-là, je pense que c'est la volonté politique de Sa Majesté le roi, qui a décidé que l'avenir du Maroc et l'avenir du Maroc ou de l'Afrique passe par des coopérations multilatérales avec tous les pays, avec toutes les régions, avec tous les regroupements régionaux qui sont en train de naître ici et là. Et c'est comme ça que l'Afrique peut s'en sortir. Et ce choix-là se révèle aujourd'hui le choix le plus pertinent qui a été fait par le secteur bancaire marocain. Je cite juste un exemple. Jusqu'à 2019, quand le bilan a été fait de la présence des banques marocaines en Afrique et quel a été le poids de leur investissement. Grâce à ces investissements du secteur bancaire, le Maroc est devenu par là même le premier investisseur en Afrique, dépassant tous les autres pays qui sont en Afrique du Sud, etc. Un seul exemple, une seule illustration, c'est le groupe Tijel Uafa Bank qui a investi depuis 2017 jusqu'en 2019, en 12 ans, 1 milliard de dollars. Ce n'est pas rien, donc en termes d'investissement sur l'Afrique, quand on regarde bien, et ce qui distingue un peu les banques marocaines, et j'en finirai avec mon intervention sur ce point, c'est que ce n'est pas des banques qui arrivent et qui plantent un drapeau dans un pays et dire nous sommes présents dans ce pays-là, on a ouvert une agence qui va s'occuper des PME françaises ou qui vont être une agence d'accompagnement des entités entreprises étrangères, mais c'est des vraies banques qui s'installent avec l'idée d'implanter une banque classique, de la capillarité, avec beaucoup d'agences, avec un taux d'intégration de plus en plus élevé dans le domaine de la bancarisation et de pouvoir permettre à des gens qui ne savaient pas ce que c'est un compte bancaire d'en avoir un, de structurer leur propre budget en entrée, en sortie et de pouvoir manager plutôt leur famille de façon beaucoup plus structurée et de pouvoir bénéficier aussi crédits, d'aide, de pouvoir avoir accès à des crédits pour l'habitat, pour la consommation et d'autres produits qui sont distribués par ces banques-là. Donc, je ne fais pas la publicité de ces banques-là, mais moi, pour le continent africain, pour les populations africaines, l'émergence d'une classe moyenne passe par un secteur bancaire africain bien implanté, bien disséminé, mais il ne passera pas par le biais des banques étrangères qui viennent s'installer, les grands groupes internationaux. Ils ne viennent pas pour bancariser, ils viennent pour accompagner leurs propres entreprises dans les investissements qu'ils font sur le continent africain. Et j'en ai fini, je suis trop bavard, Adama, je vous l'ai dit. Justement, puisque vous me poussez à poser cette question, en fait, puisqu'on assiste au retrait des grands groupes bancaires occidentaux, comme par exemple Barclays, qui a cédé sa grosse filiale égyptienne à Tijel Bank. On voit aussi BNP Paribas qui vient de céder un lot de 4 filiales africaines à un homme d'affaires ivoirien, en fait. Et puis, il y a beaucoup de bruit sur le désengagement dans notre grand groupe bancaire français. Donc, est-ce à dire que les banques étrangères n'ont plus de place en Afrique ou bien ne sont plus compétitives? Je pense que c'est tout à fait un enchaînement
tout à fait logique. Vous savez, les banquiers, c'est des gens qui sont très rigoureux. Quand une filiale est rentable, ils la gardent. Dès qu'elle est de moins en moins rentable, ils la cèdent. Donc ça, c'est la règle number one des grands groupes internationaux. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de politique à faire. C'est les résultats nets de chaque filiale qui vont dicter leur avenir. Donc ça, c'est clair. Je vous ajouterai que la BNP Paribas qui commence à se retirer un peu partout. On parle même de la cession de la BMCI Maroc, donc à un groupe du Golfe. Et les choses vont continuer, je pense, dans cette logique-là, parce que on va parler tout à l'heure du risque pays. Les dégâts, on va parler également sur les banques marocaines, comment elles ont souffert, mais les dégâts, vous allez les retrouver en Europe. Donc, vous allez très certainement voir venir beaucoup, et c'est mon pronostic à moi, de désengagement de banques européennes du continent africain. Donc, il est temps, il est plus que temps pour le secteur bancaire africain de continuer à s'installer de façon progressive, de façon enracinée, profonde, dans ces pays ou dans les régions. Parce que l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas chacun chez soi. C'est l'intégration régionale. Quand il y aura une intégration régionale intelligente, pertinente, le bénéfice ira directement aux populations africaines, ira directement aux entreprises africaines, ira directement à l'emploi africain, pour employer les ressources africaines, les jeunes africains, où c'est une population très jeune et qui ira en augmentant. Vous connaissez les chiffres, je ne vais pas vous les répéter. Donc, si vous voulez, ce désengagement des banques européennes est tout à fait logique. Crise pandémie, plus crise économique, plus règle arithmétique 5 plus 1 plus 1 égale 2, 1 moins 1 égale 0, ils se retirent et ils vont dans d'autres régions beaucoup plus prospères, ou bien ils se recroquevillent en Europe, parce que l'Europe souffre actuellement de cette pandémie où les dégâts malheureusement ont été très grands. Voilà, justement en parlant de la pandémie, est-ce que l'impact de cette pandémie Covid-19, il est aussi lourd qu'on le pourrait le croire dans les bilans des banques, puisque ce qu'on a vu le premier trimestre laisse à présager que ce n'est pas aussi grave que cela. Écoute, puisque c'est notre sujet, pour répondre à ta question de façon à la fois précise et illustrée, nous allons directement parler de l'impact de ce Covid-19 sur le banque marocaine. C'est actuellement très probablement les deux meilleurs secteurs africains, bancaires africains. C'est incontestablement le secteur africain, le secteur bancaire sud-africain, de par la puissance de ces banques qui ont des fonds propres colossaux et des totals bilans qui sont très du niveau des banques européennes ou des groupes mondiaux. Et vous avez juste derrière les trois banques qu'on a citées tout à l'heure, Tijari Wafa Bank, dans l'ordre, Tijari Wafa Bank, Banque BCP, Banque Chabi et la BOA. Donc, ces banques-là ont également, notamment au Maroc, c'est le sujet que je connais, ont subi. Pourquoi ils ont subi? Parce que là, quand tu as une contraction de l'économie, de la croissance qui est prévue pour 2020, par exemple pour le Maroc, de 5,2%, automatiquement, dans ce scénario-là, il y a un impact du choc économique. Donc, sur les banques vont en souffrir inévitablement. La Banque centrale du Maroc elle fait un exercice en juin 2020 qui est le macro-stress test pour pouvoir prévoir un peu ce qui va se passer et quel est le pourcentage de souffrance de ces opérateurs économiques que sont les banques. Cet exercice, il vise à quantifier l'impact, d'accord, l'impact économique qui est induit par cette pandémie, couvrant les principales banques. Le calcul de l'impact de la détérioration des conditions économiques a été effectué sur la base de ce macro-test stress, avec l'assistance, notamment l'assistance technique du Fonds monétaire international.
Et en tenant compte de ce contexte économique du mois de juin, les résultats font ressortir la capacité des banques marocaines à respecter toutes les exigences réglementaires. Et ça, c'est un très bon point. Il faut dire que la Banque centrale est une banque centrale qui est très réactive. Plusieurs mesures, je vais les citer puisque je les ai sous les yeux. Ça s'est soldé par la pandémie, évidemment, se solde toujours par une baisse des ratios des fonds propres. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale marocaine à partir de ce macro-stress test, c'est très difficile à dire. Elle a pris des mesures qui ont permis de diminuer l'impact de cette pandémie. Et cet exercice-là a permis également de relever qu'il y avait une claire résilience des principales banques marocaines, résilience au niveau de la liquidité et au niveau des crédits et des distributions de crédits. Donc, cette solidité, je me permets de le répéter encore une fois, vient du fait que le noyau dur du secteur bancaire marocain est le secteur privé de ces banques. D'accord. Donc, le secteur privé, noyau dur. Alors, Ali Ben Ahmed, nous assistons donc à une pandémie sans précédent en Afrique et un peu partout dans le monde. Est-ce que nous pouvons dire que beaucoup de banques vont être cédées et que le marché de la fusion-acquisition est plus que jamais relancé? Le marché de la fusion-acquisition. Il y aura beaucoup de consolidation. Ça, je ne vais pas, comme certains, jouer à Nostradamus. Et je ne vais pas citer des noms des banques qui se portent mal. C'est un exercice que je trouve malsain parce que ça touche des emplois. Et je ne souhaite pas qu'il y ait des banques qui soient ramassées à la petite cuillère par les gros. En revanche, je suis convaincu d'une chose. Pour revenir à ta question précédente sur l'Afrique, parce que notre sujet, il est là. Si on veut modifier beaucoup de paramètres actuels qui bloquent, si tu veux, les relations nord-sud, il y a des paramètres qui les bloquent inévitablement. C'est qu'il y a des grands groupes, l'Afrique n'appartient pas aux Africains, c'est notre ami Lionel Zinsou qui l'a dit, mais beaucoup d'investissements, beaucoup d'engagements faits par des Européens, des Américains, des Asiatiques, sont faits sur l'Afrique. Les grands groupes financiers continuent à être des grands groupes européens, asiatiques, américains. Les groupes financiers les plus importants continuent à être des groupes étrangers. L'Afrique n'a pas son indépendance économique et financière. L'Afrique dépend encore des autres. Et quel est le nerf de la guerre? C'est le financier qui parle aussi, hein, donc c'est pour ça que je m'avance de ce point de vue-là. C'est que plus on aura de groupes bancaires et financiers africains de constituer, l'exemple, il vient du Maroc, hein, je suis fier de le dire et je ne vais pas faire preuve d'humilité en le disant. C'était au début un pari qui était osé. Vous vous rappelez, Adama, vous étiez au Maroc à l'époque. Tout le monde disait, même des gens en interne nous disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire en Afrique? Le risque pays très élevé, l'investissement n'est pas protégé, le retour des dividendes, etc. Mais comme ça a été une décision venant de haut et qui était donc non discutable, nous avons tous rehaussé les manches et nous avons planté le drapeau du Maroc dans plusieurs pays. Je vous rappelle que les banques marocaines, les trois banques que j'ai citées tout à l'heure, Algérie Wafa Bank, Bank of Africa pour le secteur privé et BCP pour le secteur privé, sont présents dans une trentaine de pays sur 54, ce qui est quand même un sérieux défi à relever pour d'autres pays africains. Suivez mon regard. Et de ce point de vue-là, cet exemple devient structurant dans la mesure où beaucoup de pays
qui avaient simplement des banques locales. Je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Cameroun, je parle de beaucoup de petites banques. On ne va pas dire des toutes petites banques, tu les connais. On parle de Coris International Bank, on parle des banques sénégalaises, d'Ecobank, on parle de beaucoup de banques qui commencent à aller au dehors de leur région. Ils commencent à raisonner région. Ils commencent à raisonner pas intégration régionale au début, on est à la première étape, c'est comme pour l'Union européenne, mais à commencer à raisonner en dehors de ses propres frontières, en recherchant de nouveaux marchés, en recherchant de nouvelles niches, en développant, en suivant, en accompagnant les opérateurs commerciaux locaux dans les régions. Si on prend la zone UEMOA entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, tout ça, il y a beaucoup de commerce qui se fait, non seulement intra-région, mais qui se fait avec l'international, avec l'Europe, dans le domaine du commerce international que je connais bien. Donc, ces groupes commencent à se constituer et commencent à émerger en tant qu'opérateurs donneurs d'ordre, du point de vue financier, du point de vue mission, par exemple, de l'aide crédit, qui sont très importantes. Ces banques africaines commencent à se positionner vis-à-vis des banques européennes qui reçoivent leur de crédit, et ce n'est plus un chemin balisé entre un grand groupe bancaire européen, je dirais HSBC Londres et HSBC Bamako, je ne sais pas quelle autre ville, quelle autre filiale ils ont dans les pays de la zone UEMOA. Donc maintenant, on commence à avoir une apparition de ces nouvelles petites banques, de ces nouvelles banques locales africaines qui commencent à se positionner en tant qu'acteurs des opérations de négoce internationales. Et ça, c'est les premiers pas très importants dans à la fois le commerce international, mais dans le concert des banques qui vont commencer par le négoce international, par les opérations de commerce international qui sont les plus basiques, mais qui vont donner une autre couleur au risque Afrique, qui vont donner un autre prix, puisqu'on doit parler du pricing tout à l'heure, au risque Afrique. Ce ne sont plus des opérateurs auxquels on va imposer des 2%, 3% pour confirmer une lettre de crédit, parce que ça devient comment te dire, d'abord inopérant parce que c'est trop cher, et d'autre part, ça devient injuste. Et les banques marocaines, pour ne citer que l'exemple que je connais très très bien, je vous donne un exemple. Au début des années 90, le Maroc était coté en termes de confirmation d'engagement de lettre de crédit pour confirmer un risque marocain d'une opération marocaine ou une banque marocaine. Les banques européennes le cotaient à entre 1 et 1,25% l'an, ce qui est lourd. Les dernières années où j'officiais en tant que directeur de l'international à Tijari Bank, et en travaillant dur avec ces banques-là, nous avons obtenu du 0,20 et du 0,30 en termes de taux de confirmation du risque Maroc. Parce qu'on se base sur à la fois les indicateurs économiques, mais également sur ces fameuses appréciations périodiques de nos agences de notation, les Moody's, les Fitch, les Standard & Poor's, etc., qui améliorer la notation, mais sans que cette amélioration ait un impact sur le prix, ce qui est complètement aberrant. C'est-à-dire, on garde les prix des années 90 parce que c'est rentable, évidemment, mais on dit, oui, ça va mieux dans les pays maghrébins, dans les pays subsahariens, mais on n'impacte pas ces appréciations positives ou ces améliorations ou ce développement que connaît l'Afrique sur le prix qu'il doit payer pour parce que, in fine, le prix à payer, c'est le consommateur qui le paye dans son assiette quand il va importer du blé ou importer du riz ou d'autres céréales ou du sucre ou autre. Donc, in fine, le prix de cette commission de confirmation du risque, c'est le consommateur africain qui le paye. Donc, c'est pour ça que les choses doivent changer de ce point de vue. Et pour résumer mon idée et la faire en un raccourci, ça passe par un secteur bancaire africain très puissant. Un secteur bancaire africain très puissant. Je vous rappelle que l'Afrique importe annuellement 40 milliards de dollars de produits alimentaires. À cela s'ajoute l'importation des produits pétroliers, dits light, etc.
Donc, ça veut dire que le risque pays pèse beaucoup dans l'import-export de l'Afrique. Est-ce que, de la même manière que le risque pays a diminué drastiquement au Maroc entre les années 90 et maintenant, on peut dire que les risques pays et le pricing des pays subsahariens ont diminué ces dernières années. Quel est votre sentiment? Oui, c'est tout à fait vrai, je dirais, c'est tout à fait vrai à 80%. Les prix ont diminué. D'une part, pourquoi? Parce que la concurrence, j'y reviens toujours, la concurrence des banques africaines qui ont eu la bonne idée de s'installer en Europe, par exemple. Beaucoup de banques, vous savez, je vous cite les marocaines parce que tout le monde le sait, les 3 banques, 4 banques même, vous avez Tijari qui est présent dans 7 pays en Europe, vous avez la BCP pareil, dans toute l'Union européenne, dans l'espace Schengen, puisqu'ils ont le passeport européen, et également la BOA sont installés en Europe. EcoBank est installé en Europe. Beaucoup d'autres groupes, notamment du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, s'installeront très très bientôt, une fois l'agrément obtenu, parce que ce n'est pas un exercice facile, s'installeront en Europe. Ça simplifie les trajets. Vous ouvrez une lettre de crédit à Casablanca par Tijari Wafa Bank, elle ne va pas s'amuser à l'ouvrir sur le Crédit Agricole à Neuilly-sur-Seine. Elle va l'ouvrir sur Tijari Wafa Bank Paris. Donc, le risque étant le même, le prix, évidemment, n'est plus le même. Donc, il est divisé minimum par 2. Donc, ce qui fait qu'on assiste évidemment à une baisse. Ça, c'est la première des raisons. Une baisse du prix de la confirmation du risque pays. Deuxième point qui a fait baisser ces prix, puisque vous avez demandé quelles sont les causes, c'est la concurrence des banques européennes entre elles. Les banques africaines ont commencé à enfin négocier les lignes qui leur sont octroyées, les lignes de confirmation de l'aide de crédit, les lignes de trésorerie, les lignes de change, tout ça était auparavant, avant les années 90, dicté, tout simplement. Moi, j'ai fait partie des équipes qui autorisaient les lignes dans différents groupes où j'ai exercé mes fonctions, mais il n'y avait pas de discussion possible. Une fois que les banques africaines, les banques maghrébines, par exemple marocaines, ont commencé à… Je vous ai pas bien entendu. Oui. Non, je disais, OK, donc vous dites que l'installation des banques africaines en Europe a diminué les coûts. Mais aussi, il y a aussi le risque pays. Parce qu'en Afrique, on déplore toujours une vision du risque Afrique surévaluée pour des raisons évidentes, pour des raisons commerciales. Bien sûr, pour des raisons de rentabilité pour ces banques aussi, parce que pour pouvoir atténuer en interne leur évaluation de ce risque, évidemment, ils le compensent par une rémunération excessive. Disons, oui, on donne des lignes, mais on est rémunéré à 2%. C'est pire pour certains pays où il y a des troubles sociaux. Vous allez apercevoir bientôt comment les cotations sur le risque Mali vont flamber. Évidemment, dès qu'il y a un événement politique qui touche aux critères majeurs du risque pays, qui est la stabilité politique, le paramètre le plus important quand on veut établir une notation, c'est de regarder s'il y a une stabilité politique. Alors, s'il y a un coup d'État comme c'est arrivé au Mali, s'il y a une instabilité comme c'est le cas en Libye, vous imaginez bien que les taux ne sont pas en dessous. Moi, je pronostique tout de suite, je vous donne, le Mali, ça va être du 3%. Non. La Libye, c'est toujours actuellement entre 2,75 et 3%. Et c'est des banques publiques qui émettent, hein, c'est-à-dire c'est la signature de l'État. C'est la Banque centrale libyenne qui donne sa garantie. Et les Libyens, il faut dire une vérité qui n'a jamais été déclarée fort. La Libye n'a jamais eu d'impayé dans ses lettres de crédit. Elle a honoré toutes ses signatures des banques qui ont émis des lettres de crédit. Pourquoi? Parce qu'ils ont une banque centrale très puissante qui a un souci majeur en tête, c'est d'honorer
les engagements donnés par les banques libyennes commerciales sous son couvert à elle ou sous sa garantie. Donc, c'est certes un pays qui a plein de troubles et auquel on souhaite le calme et qu'il revienne à la sérénité, à la quiétude et à la prospérité pour en faire un pays, j'espère, émergent. Mais le Mali, c'est pareil. Le Mali, il a ce positionnement qui est, je dirais, très fragile, très dangereux, parce qu'il se situe, je dirais, au cœur un peu des troubles qu'il y a le long du Sahel. Il est dans des frontières très tendues politiquement et militairement, où il y a encore des interventions des anciennes puissances qui viennent encore assurer la sécurité sur ces zones-là. Donc, bien évidemment, on savait depuis des mois et même des années que le système politique du Mali était très difficile à maintenir dans une stabilité à longue durée. Si je dois faire un lien, cher Adama, avec le système bancaire, sachez que le Maroc, les banques marocaines, quand ils sont partis, pas à l'assaut, quand ils sont partis s'installer dans ces pays-là, ils n'ont pas fait de distinguo entre les pays ayant une stabilité ou d'autres pas, ou des pays ayant une sympathie pour la cause du Maroc ou n'ayant pas de sympathie. Ils se sont installés résolument, je le disais, le terme il est ce qu'il est, résolument dans tous les pays. Sachez à titre d'exemple que 70%, sinon plus, du secteur bancaire malien est entre les banques marocaines. C'est les banques marocaines qui le détiennent. Donc d'autres exemples, je pourrais en donner, beaucoup moindres, hein, certes que les 70% du Mali. Mais ces engagements-là, interafricains, c'est ceux-là qui vont permettre, ce n'est pas, je vous le dis, je suis très franc parce que j'ai ma carrière derrière moi, j'ai mes convictions, ce n'est pas l'Europe qui sauvera l'Afrique ou qui l'aidera. L'Europe tiendra les mêmes relations, mais couleur des relations d'il y a 50 ans ou 60 ans. Elles sont différentes, mais l'intérêt n'est pas celui de l'Afrique, je le dis très haut. Les Africains, c'est leur affaire. L'Afrique, c'est leur affaire. Alors, j'ai encore deux questions, mon cher Ali Ben Ahmed. Et je salue vraiment la clarté des réponses. Je voudrais d'abord aborder la question des devises. J'imagine qu'en tant que banquier, ça a été un casse-tête pour vous parce qu'en Afrique, il y a une pénurie réelle et artificielle de devises par rapport à la monnaie locale. Il y a une tension sur les réserves de change et les banques centrales et les offices de change veillent jalousement sur la disponibilité de ces réserves. Donc, comment les banquiers font pour s'approvisionner en devises sans impacter trop l'économie? Écoute, c'est peut-être l'exercice le plus délicat dans cette crise liée au Covid-19 parce que tu as une collision entre d'abord la pandémie elle-même et une autre, je dirais pas une pandémie, mais une autre catastrophe, c'est la chute des prix du pétrole. Donc la rentrée en devises, bien évidemment, s'est asséchée, notamment pour les grands pays producteurs de pétrole en Afrique. Je ne vais pas citer l'exemple de l'Algérie qui j'espère, va s'en sortir, mais qui va se débattre longtemps dans la fonte des réserves de devises qu'ils avaient il y a même pas une dizaine d'années, qui se retrouvent asséchées, quasiment asséchées. Parce que les devises, il faut que les gens le comprennent. L'Afrique, comme vous disiez tout à l'heure, importe la quasi-totalité de ses besoins en alimentation notamment. Et vous ne les payez pas malheureusement également en devises locales, mais vous les payez en dollars. Et globalement, on avait regardé les chiffres avec un de mes amis. Actuellement, sur les pays non producteurs de pétrole, la couverture, vous savez, on calcule maintenant les réserves en devises, on les cale sur le paiement des mois d'importation. On dit, nous avons en devise 3 mois d'importation, 4 mois, 5 mois. Les meilleurs pays qui étaient à 1 an et plus sont redescendus en dessous de 6 mois de couverture d'importation.
divisé par 2. Donc, ces chiffres-là, évidemment, c'est l'exercice. Encore une fois, votre question, elle est pertinente et elle a mis le doigt là où ça fait mal le plus. C'est que les devises, ça va être, encore une fois, j'y reviens parce que j'en fais un peu mon idée majeure. Tout dépendra des relations et du poids des banques africaines, locales, avec les grands groupes étrangers. En interne, les lignes mises en place, les autorisations mises en place par ces grands groupes, qui ne manquent pas de liquidités en dollars, sauf certains peut-être, mais globalement, ils ne manquent pas de liquidités en dollars, sont octroyées et sont actionnées dans les moments justement où les besoins se font sentir, comme c'est le cas actuellement lors de la pandémie. On a oublié, cher Adama, le rôle d'une autre partie. Ça m'étonne de ta part que tu l'aies oublié, puisque tu avais fait à l'époque. J'allais l'aborder. Il y avait beaucoup de bruit sur les institutions financières internationales. C'est ce que j'allais, c'était un petit peu… Voilà. Et je pense que le relais ne doit pas être pris par quiconque d'autre que par cette partie-là. Parce que c'est cette partie-là qui a vocation de répondre aux besoins de devises quand il y a difficultés extraordinaires, comme c'est le cas de la pandémie Covid-19. Donc, nous disons haut et fort, toi et moi, j'espère que tu te joins à mon appel, pour que la SFI, la Banque mondiale et le FMI lâchent un peu, ou bien octroient des facilités de devises aux pays pour leur permettre d'assurer au moins les importations. Et les importations, vous savez ce que c'est pour nous, c'est les importations de produits alimentaires de première nécessité. Donc, même les pays producteurs de pétrole, on voit leurs réserves fondre. Donc, c'est maintenant ou jamais que ces institutions financières internationales qui se disent toujours préoccupées par le sort de l'Afrique, je cite la BAD également, hein, mon appel ne concerne pas simplement la BAD, je cite la BAD, je cite la BID, la Banque islamique de développement, tous ces organismes internationaux doivent se réveiller maintenant, ils doivent sortir de leur coma pour permettre de prendre en charge immédiatement ce type de crise liée notamment à la pénurie de devises, comme vous le disiez tout à l'heure. D'accord. Alors, c'était vraiment la dernière question. J'allais en fait parler non seulement des institutions internationales, mais d'un petit comparatif entre la SFI, d'une part, et la Banque islamique de développement. Parce que beaucoup de banquiers, beaucoup de tes confrères disent que les lignes confirmatrices, les lignes de crédit mises en place par la BID sont beaucoup plus abordables et plus inscrites dans une logique de développement Absolument. que les lignes de crédit mises en place par la SFI. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je confirme en tant que praticien. En tant que praticien avec ces deux organismes, la SFI reste toujours, certes, un partenaire très actif dans les financements, mais ils ont comme réflexe de caler leurs cotations sur les cotations des banques commerciales européennes. Et ça, c'est une erreur. Je suis désolé. C'est une erreur parce que côté le risque Afrique, dans sa globalité, il n'y a même pas d'un pays à un autre. Ce n'est pas tempéré d'une économie africaine à une autre économie. C'est-à-dire qu'on va appliquer le même taux de confirmation aux banques venant ou émettant à partir de Côte d'Ivoire qu'une banque émettant à partir du Burkina Faso, sans avoir rien contre le Burkina Faso, mais le risque n'est pas le même. D'accord? Et ils vont vous dire, nous appliquons 1,5, 1,25% sur toutes les opérations émises par vos filiales en Afrique ou par les banques africaines locales qu'on appelle les banques orphelines, puisqu'elles n'ont pas de maison mère en Europe. C'est pour ça qu'on les appelle orphelines. Donc, et ces banques-là se retrouvent avec des taux qui ne sont pas intéressants in fine. Même si vous leur mettez 100 millions de lignes de confirmation, il ne va pas l'utiliser parce qu'il n'a aucun intérêt, ça revient au même prix que la confirmation donnée par les banques européennes. La Banque islamique de développement, que j'ai pratiquée également par son bras ISIEC, qui est une assurance crédit qui est liée à la BID, qui est l'émanation de la BID. La logique est très différente et les taux sont 3 fois ou 2 fois ou 3 fois moins chers que ce qui se pratique par les SFI, par exemple. Et ça,
je leur reproche de ne pas communiquer suffisamment sur ça. Parce que d'abord, ils n'octroient ces lignes qu'aux pays membres de l'OCI. Ouais. D'accord? En Afrique, nous avons membres de l'OCI 34 pays sur 54. Donc, tu as exclu déjà 20 pays, ce qui n'est pas normal. Donc, ça, c'est un premier point. Parce qu'il ne faut pas raisonner en termes je pense, d'organisation islamique ou pas, ou ayant une obédience à tel ou tel organisme. Il faut raisonner en termes de développement. Et quand vous voulez être une institution qui encourage le développement économique, quand vous vous adressez à un continent, vous ne pouvez pas faire ça d'une façon partielle, c'est en totalité, c'est à l'Afrique, c'est aux 54 pays qu'il faut s'adresser pour leur octroyer des facilités en termes d'investissement, mais également en termes de taux de confirmation, d'assurance crédit, etc., pour les risques encourus. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais bien évidemment, je vous donne raison, la BID reste beaucoup plus avantageuse que les autres institutions financières internationales en termes de confirmation de risque pays. D'accord. Donc, on va revenir à la conclusion de cet entretien, Ali Ben Ahmed. Je n'ai pas parlé de la BAD parce que je me suis dit la BAD est sur les traces de la SFI. En termes d'approche et avec des volets moins importants. Donc, quels seront les mots de la conclusion sur le secteur bancaire en Afrique post-Covid? On va bien sûr retrouver la plénitude du marché d'ici octobre, c'est ce qu'on souhaite. Écoutez, moi, je crains simplement une chose, c'est que les dégâts occasionnés par la pandémie Covid-19, l'impact sur quelques banques, ne soit un impact qui est décourageant pour d'autres candidats. Jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de banques commencer à regarder comment ils doivent, notamment les banques, je cite l'Égypte souvent, qui voudrait aller en Afrique, mais qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, mais elle a une grande banque, la National Bank of Egypt, on en a déjà discuté, mais qui n'a pas suffisamment, ce secteur bancaire n'est pas suffisamment varié, il n'y a pas suffisamment de banques privées qui puissent décider d'elles-mêmes sans attendre l'autorisation venant d'un gouvernement ou d'une autorité supérieure pour aller s'installer dans toute la zone orientale de l'Afrique. L'Égypte est un mastodonte politique, économique sur toute la partie ouest. D'autres dragons sont en train d'émerger sur la partie orientale. L'Éthiopie, mais bon, ils ont le conflit du Nil entre eux. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire sur cette partie orientale du continent africain. Je suis beaucoup plus optimiste sur la zone UOA, l'Afrique centrale et même plus bas. Pourquoi? Parce que je crois que le train, déjà, il a été lancé, il est bien parti. Et vous avez également un autre indicateur, ou plutôt un autre, pas un phénomène, je dirais, un autre événement qui est en train de s'installer dans les esprits, pas seulement dans les esprits plutôt, mais également dans les faits, c'est la ZLECA, c'est la zone de libre-échange économique de l'Afrique. C'est la clé de réussite de toutes ces stratégies-là. Si on n'installe pas, si on n'opte pas pour l'intégration régionale est une réponse à la fois politique, historique, économique et sociale. Elle est historique parce qu'elle va mettre à plat le sacro-saint principe du droit international qui parle de l'intangibilité des frontières et qui a créé des dizaines et des dizaines de guerres en Afrique, de frontières et de populations et d'ethnies entre elles, et qui a été catastrophique puisqu'elle a été dictée à la fois par les anciennes puissances coloniales pour se laver les mains, et également par les Nations Unies et autres autorités internationales qui dictaient un peu les lois. Donc ça, l'intégration régionale est une réponse positive, elle est à contrario, elle est plus dans le dynamisme, elle est vers l'ouverture, elle n'est pas dans la fermeture comme le mot plutôt
puisse être associé à une fermeture de frontières. On parle de fermeture de frontières. Donc là, c'est l'ouverture des frontières. Vous imaginez, c'est une nouveauté même de le vocabulaire, ça, une ouverture des frontières. L'Europe a vécu ça avec Helmut Schmidt, avec Mitterrand, quand ils ont réussi l'Union européenne. Mais si tous les Africains se mettaient dans ce sens-là de l'histoire, tous les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes d'immigration seront atténués, sinon résolus, parce que vous vous dirigez vers vous-même et vers vos concitoyens et vers vos voisins pour régler vos problèmes. Et l'Afrique, peut-être c'est pour la conclusion que je voulais laisser ces mots-là, de tous les continents sur notre globe, c'est le continent qui a le plus de ressources pour l'avenir. Il a sa jeunesse, il a sa population, il a ses ressources minières, pétrolières, il a ses terres arables et cultivables. Il a la vie devant lui. Il a eu la chance de ne pas avoir cette pandémie avec ses dégâts tels qu'ils ont été connus ailleurs. Dieu merci, j'espère que ça va durer parce qu'on n'en a pas fini encore malheureusement. Mais le continent africain a plus d'atouts, je dirais, aujourd'hui que tous les autres continents. Et c'est pour ça qu'il doit réussir cette cassure du principe des frontières et se diriger résolument, j'aime bien ce terme-là, résolument, de façon déterminée vers l'intégration régionale. Et rassurez-vous, moi, la ZLECA, je vais me battre parce que c'est une idée majeure pour l'avenir de l'Afrique. Il faut que les Africains s'habituent à commercer entre eux sans frontières, à se déplacer entre eux sans frontières, à aller l'un vers l'autre de façon culturelle. La partie culturelle, on n'en parle jamais, mais c'est un poids considérable. À généraliser la culture africaine, parce que actuellement, quand on veut découvrir l'art africain, c'est ghettoisé. C'est dans des petits coins différents. Et vraiment être anthropologiste ou être je ne sais quel fou pour aller fouiller dans des pays pour trouver et identifier qu'est-ce que c'est l'art africain. Alors, mot de la fin pour mot de la fin. Vous me tentez, cher Ali. Vous avez parlé de la ZLECA. Alors, moi, je dirais... On peut y consacrer une autre émission. Oui, pour juste commenter votre mot de la fin. Je dirais que, à mon avis, la meilleure richesse de l'Afrique, c'est la ZLECA. C'est le marché. Ce n'est pas les ressources minières, mais c'est vraiment le marché commun. 1,2 milliard de personnes. C'est le levier qui permettrait vraiment de transformer toutes ces entreprises en mastodontes et de pousser l'Afrique enfin à aller vers l'Afrique et ensuite vers l'export. Si tu permets, moi, le continent africain, je le compare à une fusée à plusieurs étages qui doit décoller. Ce qui est évident, on dit décollage économique, qui doit décoller. Et la ZLECA, c'est le moteur. C'est le moteur qui va faire décoller cette fusée à plusieurs étages. Si on l'a réussi, la fusée décollera automatiquement parce que c'est un cercle vertueux pour l'Afrique. Tous les ingrédients sont là, toutes les potentialités sont là pour réussir ce décollage économique. Et c'est malheureux, moi ce qui me fait mal, je vais finir par une fausse note, mais c'est pas une fausse note, c'est encore une fois une alerte et un appel. Quand on voit ce qui se passe au Mali, ça fait très mal au cœur. Parce que ça joue contre toute l'Afrique, ça ne joue pas que pour le Mali. Ça joue pour toute l'Afrique. On entend les commentaires dire, voyez-vous, en Afrique, voilà, coup d'État, encore, c'est les seules régions au monde où il y a encore des coups d'État militaires. Donc, et ça, c'est très négatif. Ça, ces gens, il faut le leur dire en face, ils ne rendent pas service au continent africain et aux Africains. Voilà, c'est le mot de la fin. Ce n'est pas une fausse note, puisque, cher Ali, vous rejoignez un petit peu la position de la CEDEAO. Je l'ai retransformé en bonne note. De l'ONU, tout ce que condamne le coup d'État, bien qu'on comprenne un peu aussi le contexte malien, ça fait 3 mois que le pays était dans un blocage, ça fait 3 mois que rien n'allait. Il n'y avait pas d'État en fait. Il n'y avait pas d'État en fait. Mais les mauvais réflexes restent les mêmes malheureusement. Mais peut-être il y avait d'autres solutions. Je suis d'accord, mais moi bien sûr, mais je reste sur le mauvais réflexe qui est toujours le même, c'est les militaires qui arrivent, qui destituent, qui font faire un discours à l'ancien chef d'État.
C'est des méthodes de l'ancien temps qui sont révolues. Il fallait trouver une… Est-ce que les Africains ne savent pas négocier entre eux? Bien sûr qu'ils le savent. Le Mali pouvait… Je sais bien, tu as tout à fait raison. Moi, ce que je condamnais, ce n'est pas tout ce qui se passe au Mali. Je condamnais ce mécanisme qui est toujours le même, qui nous revient toujours comme un boomerang sur la tête. C'est toujours sous la forme de la force, de l'exercice de la force qu'on essaie de régler le problème. Jamais. L'Africain, par essence, et par culture, et par la tradition, c'est quelqu'un qui négocie. Il est connu, surtout les Maliens, c'est quelqu'un qui négocie beaucoup. C'est les meilleurs commerciaux de la zone UEMOA. Donc, quand ils veulent te vendre quelque chose, c'est ça. Tout à fait. N'oublie pas que les caravanes allaient plutôt vers Tombouctou, vers Djenné. Absolument. Merci. C'est un pays de caravaniers, mais en résumé, le coup d'État, c'est un compte qui est irrationnel. C'est un compte d'exploitation irrationnelle. Sur ce, je vous remercie, cher Ali Ben Ahmed. Oui. Je rappelle que vous êtes un banquier avec un grand B, un banquier au long cours qui a passé par toutes les étapes de la vie bancaire marocaine et africaine en général et qui a vu la naissance de grands groupes, de grands ensembles sur ces 10 dernières années. Donc, ne reste plus qu'à vous remercier pour cet exercice délicat. Vous conviendrez avec moi et à bientôt sur Financial Afrique TV. Merci à vous et un grand merci et un grand salut et un grand bonjour à Dakar, à ta famille et à tous nos auditeurs en leur disant, malgré ce contexte très difficile, il faut garder espoir. L'avenir de l'Afrique est encore grand ouvert devant nous. Merci à toi, Adama. Merci à vous. Merci.